Chapitre 3. La grande réforme du système scolaire, universitaire et de l'enseignement. Nous déclinerons ici notre vision sur le système éducatif. La base de développement d'un pays passe forcément par l'éducation et l'enseignement, maillon fort de la chaîne. Nous allons dans un premier temps faire un petit état des lieux sur l'éducation et l'enseignement. Par définition, l'éducation est selon Larousse la connaissance et les pratiques des bonnes manières, des usages de la société, savoir-vivre, ou encore la mise en œuvre de moyens propres à développer méthodiquement une faculté. Je retiens le terme faculté qui est très important vu le fait que le monde se fait grâce à des facultés. C'est ainsi que faire développer des facultés et des capacités aux élèves et étudiants devient l'objectif principal dans l'éducation. Pour analyser ou faire un état des lieux de manière scientifique, on pouvait avoir recours aux chiffres statistiques pour donner l'impression générale. Nous allons essayer de faire les deux. Après cela, nous donnerons les facteurs bloquants au développement de l'éducation et de l'enseignement avant de fournir des solutions. Enfin, nous essaierons de donner la procédure pour la mise en place d'un nouveau système éducatif. Statistiques sur l'éducation au Sénégal. 70 pays participent au classement PISA, Programme for International Student Assessment, qui est actuellement une des références en termes d'évaluation des performances des élèves issus des différents systèmes éducatifs. Le Sénégal n'y participe pas. Loin de nous l'idée de nous aligner sur les pays occidentaux, on peut considérer que participer à des joutes nationales ou internationales de ce genre permet de s'améliorer, de voir les carences, les faiblesses et de les corriger. Les critères et indicateurs utilisés peuvent être discutables, mais le seul exercice de participer permet de s'améliorer, d'autant plus que chaque pays est autonome dans l'établissement de son système éducatif. Le classement PISA organisé par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, se base sur des critères suivants. Premièrement, la compréhension de l'écrit. Secondo, les mathématiques. Tertio, les sciences. Les écoliers sélectionnés, suivant un échantillon aléatoire entre 4 500 et 10 000 par pays, vont faire des tests. Ils sont âgés de 15 ans à 16 ans quand débute l'évaluation. Ensuite, les élèves sélectionnés sont soumis à des tests écrits avec soit des questions ouvertes, soit des questions à choix multiples. Sans trop nous épancher dessus, nous pouvons donc tirer la conclusion comme quoi le Sénégal est loin derrière en ce qui concerne cet aspect. Les coups d'éclat notés lors des concours de dictée, les concours de jeu d'esprit ou encore les concours de génie en herbe ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Si nous remontons au niveau universitaire, donc au bout de la chaîne éducative, nous pouvons sans doute regarder le classement Shanghai des meilleures universités du monde. Les critères utilisés pour ce classement sont la qualité de l'enseignement, le nombre de prix Nobel, le nombre de médailles Fields parmi les anciens élèves, la qualité de l'institution, y incluant le nombre de prix Nobel, le nombre de médailles Fields parmi les chercheurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans les disciplines pendant les 10 dernières années, le nombre d'articles publiés dans Nature and Science pendant les 5 dernières années, les articles indexés dans Science Citation Index et Social Science Citation Index, la taille de l'institution en elle-même, la performance académique au regard de la taille de l'institution. En voyant ces critères, les universités du Sénégal n'ont forcément aucune chance de se classer dans le top 100 et peuvent peut-être espérer être dans le top 500. Vu au microscope, ces critères tiennent à une chose, les moyens. C'est dire que le chemin est long. Les établissements universitaires et scolaires du Sénégal n'ayant pas les infrastructures et les moyens pédagogiques pour rivaliser avec Yale ou Harvard ou MIT, Massachusetts Institute of Technology, en termes de recherche corrélée à des publications de taille et de capacité d'accueil. Les critères étant corrélés et vivement critiqués d'ailleurs, nos chances sont maigres de s'ériger en université de référence selon ce classement. N'empêche, la vraie qualité des universitaires devrait être mesurée par rapport à l'apport à la productivité, au rendement et aux compétences des produits. Cela me semble être la bonne et la juste mesure. Néanmoins, des solutions peuvent être apportées pour être compétitifs sur ce classement. Nous avons donc un petit aperçu de ce qu'est l'éducation en se basant sur les références mondiales. Nous allons maintenant faire parler notre perception. Perception sur l'éducation au Sénégal. Nos perceptions personnelles sur l'éducation, qui naturellement peuvent ne pas faire l'unanimité, sont le niveau a décru. Beaucoup d'étudiants ou d'élèves ne savent pas aligner sujet, verbe et complément ou écrire une phrase sans faire de faute. Beaucoup ne savent pas bien articuler.
Loin de nous l'idée de faire du français notre référence, nous devons quand même évaluer nos élèves selon la langue officielle. Et sur cela, beaucoup d'élèves n'ont pas une bonne compréhension sémantique de la langue française. La langue française, par ailleurs, langue de travail, n'est pas maîtrisée, d'où les difficultés à faire lire un document de plus de 10 pages ou un livre à un titulaire d'un bac+3 ou même plus dans certains cas. Les langues nationales ne sont pas assez enseignées, alors que les Russes, les Chinois, les Américains utilisent leur langue pour se développer et faire un programme de logiciel, mettre en œuvre des robots via l'intelligence artificielle, établir des normes de construction ou établir des standards de procédés de fabrication. Le niveau scientifique est bas, alors que l'outil de base pour la technique et le développement de l'industrie, c'est la science. Le niveau côté enseignement technique et industriel est bas, alors qu'aucune nation ne peut se développer sans une industrie solide avec du personnel qualifié, donc techniquement aguerri, et j'en passe. Pour étayer mes dires, constatez que l'exercice de la production intellectuelle est la plus difficile pour les cadres de notre pays. Peu sont les cadres capables de transcrire les bonnes idées, de les coucher en bonne et due forme sur un papier et de conduire un projet de bout en bout. Cela provient de la base. On ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Ce que l'on ne sait pas, on ne peut pas le réaliser. Ce livre devant traiter de 19 chapitres stratégiques, nous allons abréger les illustrations sur les différents points pour ne pas en faire trop. Facteurs bloquants au développement de l'éducation au Sénégal. Certes, il est facile de décrire un système éducatif, mais il est plus difficile de donner des solutions réalistes et de les mettre en œuvre. Nous allons tout d'abord donner quelques facteurs bloquants, tenant compte des capacités innées de certains et des difficultés et blocages d'autres. Il est important de constater que l'enseignement de nos jours ne favorise pas le développement des facultés. Entre autres facteurs bloquants, on peut citer la formation des enseignants, pédagogie, psychologie infantile, sociologie, etc. Le niveau de rémunération des enseignants, les conditions pédagogiques dans les salles de classe et écoles, le niveau des professeurs et des enseignants, les conditions sociales des élèves, la pauvreté, la vétusté du programme scolaire et universitaire, le système d'admission en classe supérieure et aux examens, le déficit d'évaluation du système éducatif, la barrière linguistique, etc. Nous allons passer en revue ces points un à un. Premièrement, la formation des enseignants. Le niveau scolaire de nos parents est de loin meilleur que le nôtre, et cela du fait qu'à leur époque, la rigueur était de mise dans l'éducation, tant dans le recrutement des enseignants que dans leur formation. Des écoles d'excellence avec des moyens respectables formaient des instituteurs et des enseignants. École normale supérieure, ENS, l'école William Ponty, l'école de formation des instituteurs, EFI, ENSEPT, École nationale supérieure de l'enseignement professionnel et technique. Les concours d'entrée à ces écoles de renom étaient sélectifs. Ce qui est loin d'être le cas de nos jours, la formation s'est dégradée, entre autres à cause des faits suivants. Certains concours de nos jours sont faussés par du favoritisme et de la partisanerie, sans compter la tricherie. L'exemple du concours de police 2021, 108 tricheries répertoriées durant le bac 2021, etc. Et les fuites récurrentes des sujets qui faussent le fair play. Deuxièmement, l'enseignement aujourd'hui est embrassé par défaut plutôt que par amour. Troisièmement, les enseignants dans nos pays ne sont pas logés à la catégorie dans laquelle ils devraient être. Ils sont sous-payés, négligés et sous-estimés. Cinquièmement, les connaissances de base pour un bon enseignement ne sont pas bien développées dans la formation des enseignants. Sixièmement, les méthodes et procédures d'enseignement ne sont pas évaluées. Septièmement, peu d'enseignants ou instituteurs ont les compétences clés telles que la pédagogie pour faciliter la compréhension à l'apprenant via une bonne méthode d'enseignement, la psychologie infantile pour mitiger l'influence négative que pourrait avoir le milieu social sur l'apprenant, la sociologie pour comprendre la société et les réalités et ainsi aider l'apprenant dans ses difficultés. Il y a d'autres causes, mais nous nous en limitons à celles-ci. Le niveau de rémunération des enseignants. Les salaires des enseignants sénégalais et africains sont anormalement bas comparés à ceux de leurs confrères européens et scandinaves en particulier. Une bonne approche est la comparaison du salaire moyen par rapport au PIB, produit intérieur brut du pays. Une étude de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, fait ressortir les chiffres qui montrent clairement que le pays le mieux classé du continent a un ratio salaire-PIB de moins de 7. La moyenne étant à 3, le Sénégal ayant un ratio égal en 2019 d'un peu plus de 4. Nous parlerons plus loin des solutions. La récente revalorisation salariale des enseignants est à saluer.
L'impact budgétaire des mesures prises porte globalement sur un montant d'un peu plus de 71 milliards de francs CFA sur 2 ans, rien que sur les indemnités. Le gouvernement a augmenté les salaires à hauteur de 90 000 francs CFA pour les inspecteurs d'académie, 50 000 francs CFA pour les professeurs de l'enseignement secondaire, 47 000 francs pour les professeurs du moyen, 45 000 francs pour les professeurs du collège et 30 000 francs pour les instituteurs et instituteurs adjoints. Un effort à saluer, mais insuffisant. Par rapport au coût de la vie, denrées, loyers, transport, scolarité, ce salaire ne peut faire grand-chose. Les enseignants compensent avec les cours particuliers et de répétition dispensés parfois au détriment des cours normaux. Troisièmement, les conditions pédagogiques dans les classes des écoles. Il n'est pas rare de voir des classes à court de minimum de moyens pédagogiques pour les cours. Manque de craie, tableaux défectueux ou délabrés, manque d'outils pour les exercices en géométrie ou système métrique, pour les tracés, compas, équerres, etc. Beaucoup d'écoles, du fait de l'hivernage, sont souvent inondées et constituent des abris provisoires pour les populations sinistrées. Nous-mêmes, dans notre cursus dans le public, avons expérimenté des tables à 3 élèves. Cela ne tue point, mais il faut reconnaître, cela réduit le confort pour la bonne concentration de l'apprenant et gêne aussi la progression d'ensemble de la classe. L'enseignant devant tenir compte de la progression globale, des classes bondées de monde, de même que des apprenants manquant de livres ou de cahiers, c'est un spectacle récurrent dans nos établissements scolaires. Le niveau des professeurs et d'enseignants. Il est très récurrent de voir des enseignants censés inculquer le savoir aux apprenants, de ne pas avoir le niveau requis, ni même la pédagogie nécessaire pour la tâche. Beaucoup d'enseignants ont embrassé le métier par défaut, d'où le manque de motivation chez certains. 2 corrections à faire donc, le niveau et la pédagogie. Avec la dégradation des conditions de formation dans les écoles dédiées, la fermeture de certaines, la tricherie qui s'invite dans les concours, le nombre d'enseignants qualifiés et compétents est réduit. 5e, les conditions sociales des élèves. Dans la partie traitant des solutions, nous prendrons des modèles qui mettent tous les apprenants au même niveau d'apprentissage et dans les mêmes conditions, avec notamment des cantines scolaires pour prendre en compte les cas sociaux et les enfants aux parents à faible revenu. Cela va réduire ou éradiquer les abandons au niveau bac et surtout à la classe de CM2. À la base, certains parents n'ont pas les moyens d'inscrire leurs enfants à l'école, de payer leurs inscriptions ou leur scolarité, d'acheter la fourniture ou de payer le transport. Beaucoup ne peuvent pas donner de l'argent pour le repas, à la pause ou à la récréation. Tous ces faits réduisent la concentration de l'enfant et encouragent l'abandon avant le bac ou même la classe de CM2. 6e, la pauvreté et la vétusté du programme scolaire et universitaire. Il est clair et évident que le Sénégal ne forme plus en fonction de ses besoins. Les programmes scolaires et universitaires devraient être conçus en fonction des priorités du pays, suivant le plan de développement en vigueur, quinquennal ou décennal. Pour preuve, l'édition 2022 du bac a enregistré pas moins de 82% de candidats dans les séries littéraires, ce qui n'est pas en adéquation avec l'impérieuse nécessité d'industrialiser le pays. Le Sénégal vient de découvrir du pétrole et du gaz et enregistre pour l'heure qu'une seule école spécialisée dans le domaine, INPG, l'Institut national de pétrole et de gaz. Et même, l'école avait à un moment donné fermé la porte aux professionnels du secteur de l'énergie en ne donnant que des cours du jour. Le professionnel qui voulait se spécialiser devrait avoir les moyens de payer les frais de scolarité et demander une disponibilité en tirant un trait momentanément sur ce qui lui permet de vivre et de faire vivre sa famille, son salaire. Le Sénégal est désormais un grand pays minier avec la découverte de l'or, du zircon, du fer et autres minéraux précieux. Et pourtant, le Sénégal ne dispose pas d'écoles spécialisées dans le génie minier et dans le génie industriel. Et le génie industriel n'en est qu'à ses premiers balbutiements. Dans tous les contrats pétroliers et miniers, il y a un concept développé pour la discrimination positive orientée pour les fils du pays. Ce concept s'appelle le contenu local, le local content. Mais ce contenu local ne saurait s'appliquer si le Sénégal n'a pas les ressources humaines et matérielles nécessaires à la production du bien ou du service demandé. Nous risquons de voir tout le processus lié au pétrole et au gaz et aux mines être mené de bout en bout par des entreprises étrangères. Aucun effort de formation n'est noté pour monter des écoles spécialisées dans les domaines précités et pour booster les écoles d'ingénieurs déjà existantes qui peuvent, avec l'appui de l'État, relever le défi de la formation. Il se pose ici le problème de développement de nouvelles filières sans compter la vétusté des programmes actuels qui doivent être renouvelés et réformés. Il est nécessaire de faire la mise à jour de tous les programmes, littéraires comme scientifiques. Compte tenu de l'avancement technologique actuel,
et des nouveaux métiers, l'intelligence artificielle, le numérique, le digital, etc. Le juriste qui n'a pas de notion sur les API, Application Programming Interface, le cloud et certains aspects du digital ne saurait proposer ou amender un contrat si afférent. Le commercial qui ne maîtrise pas le marketing digital sera vite largué du fait que bientôt beaucoup de services seront dématérialisés. Les ingénieurs se renouvellent régulièrement avec de nouveaux matériaux, les nouvelles technologies. Les médecins seront obligés de suivre des formations pour maîtriser la télémédecine. Les programmes suivis depuis le préscolaire répondent à une vision claire de faire de l'apprenant un bon fonctionnaire ou un employé docile qui ira travailler, récupérer son salaire à la fin du mois et essayer de vivre avec. La donne a changé. Le citoyen du millénium ou du millénaire aspire à être autonome, entrepreneur, indépendant. L'école doit capaciter autrement les apprenants en leur donnant des outils nécessaires pour être capitaine d'industrie, entrepreneur, homme d'affaires, des employeurs et non des employés. Être employé sera juste un passage pour apprendre et maîtriser les rudiments pour être un bon manager. Et les programmes doivent bien sûr apprendre à compter, écrire, lire, mais doivent surtout être focus sur la moule d'un esprit critique chez les apprenants, d'un mental de gagneur, de bosseur et surtout de patriote incorruptible. Les programmes et les systèmes éducatifs ne doivent surtout pas favoriser la formation de perroquets savants qui répètent et récitent ces leçons sans maîtriser la connaissance, mais surtout faire maîtriser les concepts derrière la leçon, l'esprit de la leçon, et nous devons nous assurer que l'esprit soit sain. Le Wolof parle de xam-xam, savoir derrière le savoir. Nous y reviendrons dans la partie traitant des solutions. 7. Le système d'admission aux classes supérieures et aux examens. Les systèmes scandinaves en particulier ont vite compris qu'un système d'admission de classe supérieure n'était pas nécessaire pour les premières classes. Les niveaux peuvent se tasser pendant les 5 premières années de scolarité. La compétition malsaine ancrée dans les mentalités des enfants à bas âge génère un égocentrisme qui à petit feu élimine des vertus bien plus importantes comme la solidarité, l'altruisme, le patriotisme. Penser pour les autres doit être inculqué aux enfants pour créer un lien sacré entre eux, leur concitoyenneté, leurs homologues humains et même la nature. Le redoublement dans les classes d'initiation préparatoires et moyennes doit être éliminé. Le redoublement doit être instauré pour les classes des filières techniques et professionnelles de manière générale où l'erreur peut coûter des vies humaines. Le fait de doubler crée une barrière psychologique et un choc qui peut amener de la répulsion et un désamour pour les études. Les enfants ont parfois besoin de temps pour éclore, pour faire découvrir leurs talents et leurs prédispositions. L'examen restera central pour certains types de filières qui nécessitent de filtrer. Mais encore, nous questionnons la nécessité pour des pays sous-développés comme le nôtre de filtrer. Notre ratio ingénieur par 1000 habitants reste très faible, de même que les ratios ouvriers par 1000 habitants ou médecins par 1000 habitants. Nous devons à ce jour avoir plus d'une bonne centaine d'écoles d'ingénieurs, beaucoup de facultés de médecine, plus d'écoles de formation en administration, des écoles de l'industrie textile, minière, pétrogazière, etc. La sélection ne doit pas être un frein. Il nous faudra ouvrir les yeux sur le fait que les concours réduisent les chances de réussite des jeunes qui ont leur place dans les bonnes écoles. Mis dans de bonnes conditions, ils feront les efforts nécessaires pour réussir. Nous prônons pour moins de concours, plus d'offres de formation pour les jeunes, tout en corsant la formation pour atteindre l'excellence. La validation des modules avec le système LMD, licence, maîtrise, doctorat, a un effet négatif sur les universitaires. Le calcul économique qui n'est pas fait à mon avis, c'est la perte de l'État en termes de PIB. En effet, la rallonge de la durée du cursus scolaire et universitaire diffère le retour sur investissement et l'amorçage de la productivité des apprenants une fois insérés dans la vie professionnelle. En résumé, nous sommes pour plus d'écoles, moins de concours et le corsage des programmes. En reparcourant notre cursus, nous nous rendons compte que les classes de CM2 et CM1 peuvent être une, celles de 6e et 5e peuvent être contractées. Cela a déjà fait gagner 2 ans dans le cursus. À partir de la 3e, la formation professionnelle doit être enclenchée. Nous reviendrons dessus dans la partie traitement des solutions. 8. Le déficit d'évaluation du système éducatif. Le problème de l'éducation est avant tout systémique. Un système doit être évalué dans le fond, les programmes, les matières, les classes, pédagogie optée, formation des enseignants et apprenants. Le Sénégal à ce jour n'a pas fait cet exercice. Nous nous sommes simplement alignés sur la tendance mondiale sans tenir compte de nos besoins réels. Un système produit. Avons-nous évalué la valeur du produit scolaire et universitaire? Les programmes scolaires sont-ils adaptés à nos réalités?
Apprend-on aux élèves à être entrepreneurs et à être décomplexés, à être responsables financièrement, humainement, à la fin de leur cursus? Ont-ils un métier au bout du cursus? Peuvent-ils créer de la valeur? Apportent-ils à leur pays? Beaucoup de jeunes après les études chôment et réclament de l'emploi à l'État qui ne peut pas absorber ce flux. On se rend compte que le système produit le plus souvent des coquilles vides et favorise le bon perroquet au lieu de créer d'excellents jeunes hommes et femmes pétris de compétences et capables de monter leur propre business. Ceux qui sortent est considérés comme la crème, comme les ingénieurs, les médecins et tout autre métier de la hiérarchie A, serviront comme de bons subordonnés aux néocolons, comme le capitaine Domato, le bon nègre de service qui est chargé de dissuader les futurs révoltés et révolutionnaires qui les fouettent en cas de tentative de fuite. En contrepartie, il a une meilleure couche, il mange à la cuisine à table, il a parfois un dessert. Nous sommes tous complices, mais nombreux sont ceux qui sont maintenant libérés de la matrice. C'est ce vers quoi nous tendons, nous autres intellectuels sortis de ce système. Nous allons nous contenter de notre statut de salarié, prendre femme, construire une ou deux maisons pour nous mettre à l'abri, payer aux banques qui nous ont financé toute notre carrière pour enfin partir à la retraite et percevoir une pension qui pourrait même disparaître avec le temps, avec l'endettement exponentiel de nos États. À la limite, on pourrait même dire que l'école a rendu un mauvais service au Sénégal et à l'Afrique. Au moins, avant l'école occidentale, nous étions agriculteurs ou fils d'agriculteurs, pêcheurs ou fils de pêcheurs, cordonniers ou fils de cordonniers, tisserands ou fils de tisserands, forgerons ou fils de forgerons. Nous avions un métier. Même les rois et les princes devaient apprendre le métier pour gouverner. Et notre système d'apprentissage des métiers qui se faisait de famille en famille, de génération en génération, avec un système de troc, poisson contre mille, chaussures contre coton, marché à merveille. Le système de plus en plus ne produit que des millions de jeunes qui n'ont pas de métier et des travailleurs qui n'ont pour la plupart de valeur ajoutée pour leur propre entreprise. Le système est à revoir. Encourageons les filiales agro-pastorales pour nourrir nos concitoyens. Développons les techniques de pêche et tout ce qui touche au secteur primaire en priorité. Ensuite, exploitons nos ressources naturelles pour nous-mêmes nous améliorer notre bien-être. Déconstruisons ce système qui ne crée pas de... Neuvièmement, la barrière linguistique. Nous ne pouvons aspirer au développement sans optimiser l'utilisation de nos langues et dialectes. Les sciences étant universelles, les matières ou disciplines peuvent s'enseigner en français, en anglais, en russe, en chinois, en mandarin ou en swahili ou autre langue de couche ou d'Abyssinie. Un frein majeur est le fait de devoir transcrire l'information en passant par deux passoires ou barrières. La barrière de la langue d'abord pour capter l'information, puis la barrière de la compréhension même de l'information. De ce fait, les apprenants à travers une langue étrangère prennent plus de temps à comprendre certaines choses, même s'ils ont une intelligence très élevée. Une fois la langue assimilée, cette barrière se rétrécit. Cette double barrière, les apprenants dans leur langue maternelle ne la connaissent pas. Et dans la vie courante, ils connaissent la subtilité de la langue qui leur permet de décortiquer le nitty-gritty, la quintessence de l'information, l'esprit derrière. C'est cette maîtrise de l'information derrière et que l'on appelle dans notre langue nationale xam-xam qui fait la matière et crée la capacité. D'où l'impérieuse nécessité de retourner à nos langues et de traduire les concepts via ces dernières. Les Russes, les Chinois, les Anglais apprennent les sciences à travers leur langue propre. Pourquoi pas nous? Nous le faisions il y a 2000 ans avec les civilisations égyptiennes, sabéennes, nubéennes. Nous avons toujours eu une écriture. Cependant, l'histoire est écrite par les vainqueurs et nous avons été victimes d'un nettoyage civilisationnel qui nous fait douter des acquis de nos ancêtres. Cependant, les secrets des ancêtres sont consignés dans les mémoires des hommes intègres qui le restitueront le temps venu. Ce sera là le grand miracle de l'homme noir durant ce millénium qui nous tend la main. Déjà, certains professeurs de mathématiques s'activent à enseigner la matière en langue wolof. Le wolof, rappelons-le, est une langue riche en expressions idiomatiques et en expressions allégoriques. Utilisez le langage des oiseaux et vous décortiquerez le sens caché des mots de la langue wolof. Son vocabulaire est à étudier en profondeur pour déceler sa richesse.